Alors, je profite de la table ronde pour vous présenter donc les différents intervenants. Donc, je vais commencer à l'extrémité, à l'opposé. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Houdan, qui est historien, qui est calédonien, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions d'histoire et de mémoire. À côté de lui, nous avons Patrice Gaudin, qui est maître de conférence en anthropologie, qui est membre donc de l'équipe de recherche TROCA, qui est Trajectoire d'Océanie, et qui a beaucoup aussi travaillé sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et sur un plan anthropologique. Nous avons à côté Emmanuel Kouriané, que j'évoquais dans mon discours d'ouverture, qui est notre doctorant au large sur la justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie. Nous avons Paul Fizine, je crois que c'est Fizine et pas Fizin, pardon, qui est historien aussi, docteur en histoire moderne et contemporaine, et directeur du Conservatoire international de Nouvelle-Calédonie. À mes côtés, donc, Magali Besse, qui est docteur en droit et directrice aussi de l'IFJD. Voilà, donc j'anime cette table ronde qui fait suite à l'intervention de Jean-Pierre sur passé colonial, histoire, mémoire. Et donc, comme nous avons déjà pris pas mal de retard, je vais enchaîner directement avec les questions que l'on avait un petit peu évoquées avec les différents participants à la table ronde. Et la première question que l'on se posait, qui fait suite à la conférence de Jean-Pierre, c'était de savoir si réécrire de manière plurielle l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça vous semblait, les uns les autres, être un élément qui pouvait donc pacifier, apaiser l'histoire coloniale aussi de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc je vous donne la parole. Je ne sais pas si les uns ou les autres veulent commencer. Paul Fizine, je vous donne la parole. Allez-y. Bien, merci pour l'invitation. Donc, en quoi l'écriture plurielle de l'histoire, est-ce qu'elle est importante? Je vais rebondir sur les propos de M. Macias, qui a parlé du trauma. Donc, personnellement, en tant qu'historien, je me suis beaucoup intéressé à la question de la décolonisation, et notamment sur le triptyque de Frantz Fanon, c'est-à-dire le choc de la colonisation, le trauma et l'amnésie, et la parole comme moyen de libération. Mais dans les deux premières étapes, le choc de la colonisation et le trauma et l'amnésie, les peuples colonisés n'ont pas la parole. Et en fait, c'est uniquement lors de la dernière phase, la parole. Donc, quand moi je dis la parole, je pense vraiment là, je pense à la littérature qui permet de faire avancer du moins les mentalités, mais je pense également à la mémoire qui est différente de l'histoire. Puisque la mémoire, on parle de politique mémorielle, on a une ville, on peut choisir de mettre tel monument ici, tel monument de la Monique là, parce qu'on a une mémoire et on puise dans cette mémoire un discours, un récit de la société. Et enfin, l'histoire, qui est une science scientifique, qui sert pour moi à analyser le présent à la lumière du passé et comprendre les mécanismes qui expliquent notre présent. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc oui, l'écriture d'une histoire plurielle, elle est importante. Et pour moi, je parle de multiplication du récit, parce que par rapport au choc de la colonisation et au trauma et à l'amnésie, on n'a pas une multiplicité de récits, on a un récit dominant. Et pour moi, c'est important que chaque partie prenante puisse faire son propre récit. Merci Paul. Quelqu'un veut-il intervenir sur aussi la nécessité? Est-ce que vous trouvez ça nécessaire de réécrire, de faire une écriture plurielle de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans un processus de justice transitionnelle? Juste pour compléter, alors moi je prétends pas du tout avoir une connaissance complète du contexte de la Nouvelle-Calédonie, j'arrive plutôt avec l'expertise justice transitionnelle. Oui, effectivement, en fait, partout, cette question d'une réécriture plurielle de l'histoire, elle est une clé, en fait, du processus de justice transitionnelle. Alors, effectivement, juste pour l'anecdote, partout, la question, est-ce qu'on parle d'histoire ou est-ce qu'on parle de mémoire? C'est toujours une question majeure et avec, en général, un gros désaccord des historiens. Moi, je suis pas du tout historienne, mais en tout cas, un désaccord des historiens qui, effectivement, estiment que l'histoire est
discipline scientifique, et donc on va plutôt parler de repartager une mémoire commune que de réécrire l'histoire au sens strict. Mais bon, peu importe en tout cas cette question-là tout de suite, mais le partage d'une histoire, d'une mémoire commune, c'est effectivement un outil quand même très important de réduction des différends. C'est souvent le premier moyen de se sentir reconnu par l'autre, qui accepte en fait de la vérité ou la véracité du récit que vous faites. Il y a souvent un récit par camp, par acteur, par partie. Chacun a son propre récit des événements. Parfois, chacun a ses propres événements, déniant l'importance de la parole de l'autre et de son vécu. Après, peut-être simplement, il ne faut pas non plus surestimer cette possibilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une lecture de tous les événements, de toute l'histoire qui va être similaire ou identique, mais c'est peut-être au moins parvenir à reconnaître donc les événements de l'autre et avoir une lecture commune de certains événements fondamentaux sur lesquels on va s'entendre sur des points clés, voilà, sans aller jusqu'à dire chacun va reconnaître l'intégralité du vécu de l'autre, va reconnaître l'intégralité surtout de la lecture qu'il en fait. Mais c'est parvenir à un consensus sur des points majeurs. Si on voulait repartir de l'exemple de l'Afrique du Sud qui est simple, c'est par exemple reconnaître l'existence de l'apartheid. Tout le monde est d'accord sur le fait que l'apartheid a eu lieu et sur ce qu'il implique et sa signification. Ça ne veut pas dire que ensuite chaque camp reconnaît chaque attentat, chaque violence commise par le régime, etc. Juste pour compléter ce que vous disiez, il y a également chez les historiens plusieurs courants historiques. J'aime, pour prendre du recul, citer Howard Zinn, qui est un historien américain. Et pendant longtemps, on a eu une histoire officielle des États-Unis qui montre que les États du Nord des États-Unis, pendant la guerre de sécession, ont choisi, par pur humanisme, de libérer les esclaves des États du Sud. En fait, Howard Zinn redonne la parole aux vaincus, parce qu'on est un peu dans la dichotomie victime victorieuse et vilain vaincu, le V. Et Howard Zinn, par exemple, lui, il explique que ce sont des raisons économiques qui ont poussé le Nord à s'investir pour libérer les esclaves du Sud. Et dans ce sens-là, où je veux dire, pour moi, on peut avoir plusieurs courants historiques avec plusieurs récits, tout en sachant que le désir de vérité historique, pour moi, la vérité, c'est comme un horizon. Plus on s'approche, plus on a des éléments, et plus ça doit être une ligne de conduite. Mais oui, la multiplicité des récits est importante, et on peut trouver des points d'accord. Qui souhaite parler sur la nécessité de travailler sur la mémoire en Nouvelle-Calédonie et l'opportunité donc de mener un processus de justice transitionnelle. Patrice ? Oui. Quand j'ai entendu cette question, j'ai trouvé qu'elle était, tu me pardonneras Nadège, je te pardonnerai, mal posée. Je pense que le problème fondamental de ce que j'ai compris, en tout cas, de ce qu'était la justice transitionnelle, c'est une question fondamentalement politique. Au sens où j'entends le politique. En tant que sociologue, anthropologue, ce qui m'intéresse dans ce qu'on appelle le politique, c'est pas le problème du pouvoir, des formes de domination, c'est pas non plus les institutions politiques, c'est le nouage du lien social. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le politique apparaît quand à un moment donné se pose la question de savoir comment on va faire société. Comment à partir d'une multitude, on va faire société. Et on voit bien d'ailleurs que, telle qu'elle a été posée par les deux intervenants précédents, la question du nouage du lien politique est au centre de la justice transitionnelle, puisqu'il y a une crise de ce lien politique. À un moment donné, celui-ci, pour des raisons diverses, est en crise ou tout simplement n'existe pas. Dans le système colonial, le lien politique n'existe pas. Et à partir de ce moment-là, la question se pose de savoir comment on va pouvoir le construire. Et on voit bien que la question que pose la justice transitionnelle, c'est de refaire ce lien, d'essayer d'aider à le reconstruire à partir d'une notion centrale qui est la notion de droit. C'est-à-dire que, au sens large du terme, mais c'est la notion de droit. Et donc, si il y a volonté de reconstruire ce lien politique, c'est-à-dire que le processus de justice transitionnelle va dans le sens d'une reconstruction du lien politique, la question de l'histoire plurielle est d'abord soumise au fait qu'il y a cette volonté de construire.
le lien politique. S'il n'y a pas cette volonté de construire le lien politique, et si par exemple on n'a pas la volonté de décolonisation, si nous sommes en situation coloniale, cette histoire mémorielle a aucune chance de pouvoir se construire. Il faut qu'elle se construise sur une base scientifique, ça a été dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des faits, qu'il y ait au moins la reconnaissance des faits, et qu'ensuite on accepte de débattre de ces faits, mais toujours dans cette espèce de tension qui est celle du présent de la justice transitionnelle, mais qui, ça a été bien décrit tout à l'heure, est une tension entre le passé et le futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble ? Si on veut construire quelque chose ensemble, on va pouvoir regarder le passé. Si on ne veut pas construire quelque chose ensemble, ou qu'on fait semblant, à ce moment-là, on ne construira pas ce passé. Alors, je crois que le problème de l'histoire, il est fondamentalement lié effectivement à la justice transitionnelle, mais il n'est pas premier. Il est quelque chose qui va venir abonder le processus de justice transitionnelle, mais il ne pourra pas en soi-même être une solution. Parce que des histoires plurielles, puis je m'arrêterai là-dessus, elle est toujours plurielle, l'histoire. Je ne connais pas une histoire qui ne soit pas plurielle. Dans l'histoire, il y a la science essaye d'établir des faits, c'est compliqué, puis après, il y a forcément l'interprétation des faits, et là, par définition, c'est toujours pluriel. La question, c'est de savoir si, à un moment donné, on peut faire que cette pluralité, puisque par exemple tout à l'heure on parlait de la condamnation du fait colonial, le fait colonial, on ne peut pas en être les hagiographes ou les zélateurs si effectivement on ne reconnaît pas le fait que le fait colonial est au minimum un crime contre l'humanité. Donc je crois que là il y a un problème de fond. Oui, je pense que l'histoire peut servir, mais elle ne sert que s'il y a déjà une volonté de construire le lien politique. Juste le temps que tu passes le micro à Olivier, ce que tu évoques est véritablement au cœur de ce que l'on va traiter cet après-midi dans le cadre de la table ronde, c'est-à-dire les enjeux de négociation et tout le lien politique et qu'est-ce que l'on veut faire sur le plan politique de cette justice transitionnelle. Donc on est vraiment sur la partie négociation, sur la partie accord, consensus à trouver et volonté à affirmer dans le cadre d'un consensus. Donc ce matin, effectivement, on se projette sur déjà ce lien politique qui serait renoué potentiellement ou qui serait en train de se nouer dans la volonté justement de penser à l'histoire, la mémoire et aux faits et à l'interprétation des faits, effectivement. Olivier, si vous voulez prendre la parole. Oui, pour compléter ce que disait Patrice, peut-être qu'il faut voir l'écriture plurielle de l'histoire comme l'écriture à plusieurs de l'histoire. Il y a peut-être aussi cette notion qui est intéressante à approfondir, dans la mesure où nous sommes tous porteurs d'une histoire personnelle dans une histoire collective. Et à ce titre-là, nous avons différentes manières de voir les choses par rapport à l'endroit d'où l'on écrit, par rapport à l'endroit où on a vécu, par rapport à la trajectoire qui est la nôtre, de surcroît dans un pays en décolonisation. Donc il y a cet aspect-là des choses, mais moi je reviendrai des choses beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus opérationnelles, si j'ose dire, puisque cette écriture de l'histoire, elle ne peut pas faire l'économie d'un accès aux archives. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'écriture de l'histoire, c'est quelque chose qui est sensible, mais l'écriture de l'histoire, elle n'est pas sensible en deux mots, c'est-à-dire que notre cible à nous, à ceux qui se veulent historiens, je recuse d'ailleurs le terme et l'étiquette qui m'est toujours opposé sur les chevalets. Marc Bloch est historien, Barbançon est historien, Ismet Kurtovic est historien. Moi, je reste un éternel étudiant en histoire parce que je n'aime pas me cantonner dans des titres qui figent d'une certaine manière la volonté de toujours en savoir plus. Donc oui, à 53 ans, je suis un éternel étudiant en histoire. Et ceci étant dit, donc ces cibles-là, c'est les faits. Tous les faits, rien que les faits. Et à partir de ça, on peut commencer à écrire l'histoire de notre pays et en particulier de petit à petit de faire la soudure de nos ruptures. Ainsi, moi je me suis passionné depuis un certain temps sur l'histoire des événements qu'a connu la Calédonie entre 1981 et 1989.
dans le cadre de l'écriture, de la réécriture de l'Atlas de la Calédonie publié en 2013. Ça fait déjà 10 ans, mais le travail se poursuit par rapport à l'écriture de ce segment du plus insurrectionnel de la période contemporaine de la Calédonie. Et je me heurte de plus en plus à des difficultés d'accessibilité, mais aussi de communicabilité. C'est-à-dire que pour certains faits connus, puisque la nomenclature des classements que l'on peut consulter dans les centres d'archives, en particulier en France aux archives nationales, fait mention d'un certain nombre de choses qui se sont passées en Nouvelle-Calédonie. Exemple, par exemple, dans tout ce qui concerne la direction de la sécurité intérieure, vous avez tout un chapitre sur les atteintes à l'État, sur la sûreté de l'État, et on y apprend, par exemple, qu'en 82, il y avait une tentative d'attentat sur le député Pidgeot, où il y a eu des menées subversives à l'encontre de Roch Eli Poigoun, que tout le monde connaît ici. Donc ça, c'est écrit dans le classement des archives, mais on ne peut pas y avoir accès. Et quand je dis on ne peut pas y avoir accès, il y a des délais de communicabilité de 45, 50 ans, etc., qui ne sont pas compatibles avec l'écriture sereine de l'histoire, de notre histoire. Et donc je milite depuis un certain nombre d'années avec un groupe d'amis qui s'est constitué dans le sillage d'une volonté d'un haut-commissaire ici qui s'appelle Patrice Faure, à essayer dans cette volonté de réconciliation, d'avoir accès à toutes ces archives. Parce que c'est véritablement à partir de ce socle, à partir de ce terreau fertile, bien évidemment avec toutes les mesures d'usage, hein, de connexion, de vérification, etc., que l'on pourra commencer à écrire quelque chose qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et donc c'est dans cette perspective-là que je vois l'écriture plurielle de l'histoire. Je vous remercie. Voilà, je voudrais juste aussi ajouter, c'est vrai, le rôle important de la politique ou du politique dans les prises de décision, comme dans tout pays. Mais je voudrais également insister sur l'importance de la culture, sur l'éveil des consciences qui précède les grands changements politiques. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a pu voir que ce sont des revendications culturelles, la littérature, des poèmes de Dewey Gorodé, Lucas Moura, etc. C'est tout ce foisonnement de réflexion. Il y a même des gens qui ont pensé l'histoire ou la mémoire commune, et bien qui précèdent les grands changements politiques. Oui, bonjour à tous. Merci Nadège pour la parole. Merci aux intervenants qui sont ici et au public. Moi, je dirais qu'on pourrait reformuler peut-être pas le titre, mais on aime bien se titiller entre juristes, entre universitaires. Et je dirais plutôt qu'on parlerait de réécriture partagée de l'histoire. Et non pas pluriel. Pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs histoires. Mais partagée, c'est pour dire qu'on a un commun. On a un passé qui est commun, mais ça ne veut pas certainement dire qu'on a un passé qui est partagé par tous. Donc plutôt parler d'une histoire partagée serait bienvenu. Et à mon sens, la justice transitionnelle, qui a été présentée par nos professeurs Jean-Pierre et Fabrice, nous permet, on va dire, d'avoir un œil par le prisme de la justice transitionnelle sur notre histoire. Et notamment, ils ont cité les piliers tout à l'heure de la justice transitionnelle, les 4. Et celui qui nous intéresse ici, ce sont les 4. Mais la première, c'est la vérité. C'est le droit à la vérité. Parce que pour, on va dire, aller dans un processus qui, on va dire, est en train de se construire aujourd'hui, un processus de pardon, mais qui va plus loin. C'est un processus de réconciliation. Ça se fait par étapes. Et la première étape, à mon sens, c'est de connaître la vérité. Et je partage bien évidemment ce qui a été dit par mes aînés ici. C'est que la justice transitionnelle, elle nous donne des possibilités de le faire. Par exemple, par l'ouverture des archives. C'est nécessaire. L'histoire qu'on connaît aujourd'hui, elle est écrite par des historiens, par des archives militaires, administratives, religieuses, ou par des histoires personnelles aussi. Et tout ce lot-là, on va dire, tout ce groupe d'éléments, il doit être partagé.
S'il n'est pas partagé, on ne pourra pas, enfin, à mon sens, hein, continuer vers ce processus ou ce chemin de pardon. C'est nécessaire. Dans la culture kanak, tout à l'heure, il citait Paul. Il disait qu'on avait une façon aussi de voir les choses. Jean-Pierre aussi disait par rapport à la cosmogonie des peuples autochtones, ils ont une façon ils ont un paradigme, ils ont une façon de voir les choses. Et donc c'est nécessaire de, à mon sens, rassembler tout ça. Et la justice transitionnelle, c'est pas, on va dire, la Bible, la vérité absolue. C'est pas la réponse peut-être unique, mais c'est un moyen qui peut nous permettre d'aller dans ce sens-là. Voilà. Donc les piliers qu'on a vus tout à l'heure, le droit à la vérité, le droit à la réparation, le droit à la justice et les garanties de non-répétition, c'est un tout. Et tout ça peut nous amener vers, en tout cas, ce chemin de pardon et de réconciliation. Je voudrais rappeler ce qui a été dit quand même, on va dire, dans l'accord de Nouméa, dans son préambule. Le préambule, il dit le moment est venu de reconnaître les hommes de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière. Donc ces ombres-là, il faut, si on veut avancer, à mon sens, il faut la mettre en lumière. Il faut que les citoyens la connaissent. Il faut que nos enfants, il faut que tout le monde sache. Sinon, on ne pourra pas avancer. Comme disait Jean-Pierre, il y a un processus qui doit aller au bout. Si on entame ce processus-là, il faut qu'il y ait une continuité. Et donc, pour y arriver, je pense que la justice traditionnelle nous permet, en tout cas, nous donne les moyens d'y arriver. Mais bon, on en discutera encore sur cette table ronde. Merci. Patrice, oui. Je voudrais, parmi les mots qui ont été prononcés tout à l'heure par les deux conférenciers, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est celui d'adaptabilité. On n'a peut-être pas réfléchi dans le fait que quand on a signé les accords de Matignon et puis surtout après l'accord de Nouméa, il y avait un projet de justice transitionnelle qui disait pas son nom mais qui était présent dans cet accord. Et un des éléments clés de cet accord-là, c'était un truc qui s'appelait LC 2025, schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie. Alors en apparence, on était loin de l'histoire. Mais en vérité, il s'agissait de faire que des gens se réunissent de différentes sensibilités, aussi bien politiques, philosophiques, religieuses, tout ce qu'on peut imaginer, pour essayer de proposer un plan de développement et d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie sur 25 ans. Et à partir de là, forcément, se posait la question de savoir ce qu'il fallait réparer. Et ça a été un processus extrêmement intéressant, en tout cas pour tout ce qui concernait la première partie, c'est-à-dire la partie diagnostic, où, à contrario de ce qu'on pouvait craindre, on a vu des tas de gens très opposés politiquement pouvoir discuter et proposer des espèces de diagnostics communs et ouvrir un certain nombre de portes d'évolution. C'est-à-dire que l'accord de Nouméa avait cette idée-là en disant, bon, si on part sur les imaginaires historiques, en Nouvelle-Calédonie, on va être dans des imaginaires de l'adversité, donc on va avoir du mal à faire fonctionner ça. Donc l'idée, c'était un schéma qui nous projetait dans le futur, mais forcément, comme il fallait faire un diagnostic, on revenait sur le passé. Et on a eu des choses très très intéressantes. Moi, j'ai assisté, j'étais président d'un des ateliers, à des conversations sur le foncier, entre éleveurs calédoniens de brousse et Kanak des tribus de la même commune. Et on a vu que, en fait, ils se connaissaient bien, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'échanger sur des choses et de faire des propositions. C'était vraiment intéressant. Or, ce schéma, on l'a enterré. Ce schéma qui était l'un des aspects de la dimension justement transitionnelle, on l'a enterré. L'État qui était garant du chemin a enterré le chemin. Or, il avait un argument absolument fondamental, c'était « je peux, grâce au contrat de plan, obliger effectivement les différentes postes politiques à appliquer les choses ». On l'a enterré. Et les partis politiques ne sont pas battus pour faire que ce chemin-là soit là. Donc on a effectivement un problème fondamental qui est que il faut aussi qu'on réfléchisse sur les raisons pour lesquelles cette justice transitionnelle, ou tout au moins ces processus
transitionnelle, on va l'appeler comme ça, n'ont pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Comme il faudra réfléchir aussi sur le fait que, moi je suis très content qu'on parle de justice transitionnelle, mais je veux dire, ça arrive après le discours du chef de l'État, qui n'est pas en train de se lancer dans un processus transitionnel. Il est en train de vous dire, waouh, on va faire de la transition, on va se demander, on va faire le chemin du pardon, mais je continue à vous marcher sur le pied. Il n'est pas question de décolonisation dans le discours du président de la République. Et tant qu'on ne verra pas le fait que l'État ne suspendra pas, je dirais, l'espèce de pression qu'il fait aujourd'hui sur la société calédonienne, et qu'on ne laissera pas les Calédoniens commencer à décider de comment ils peuvent construire le lien politique, mais qu'on dira, bah non, mais attendez, ça y est, c'est réglé, tout est réglé. Alors, nos discussions, je vous le dis, seront vaines. Voilà. Elles seront vaines parce qu'on continue aujourd'hui à faire tout ce qu'il faut. On agite, la justice transitionnelle, il faut la mémoire, des vérité et réconciliation. Mais pour ça, il faut qu'on arrête le contentieux. Il faut qu'on dise qu'on va le régler. Or, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est exactement le contraire. On repart comme en 14, ou plutôt comme en 1961, avec la reprise des compétences par l'État, et tout le discours va dans ce sens-là. Je crois qu'il faut qu'on ait conscience, si on veut faire ça, je suis d'accord, il y a une urgence, c'est très bien, mais il faut à un moment donné qu'au-delà du discours académique, on ait la vérité de ce qui est en train de se passer. Et la vérité aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est pas la vérité de la décolonisation. On pourra toujours demander pardon, faire tout ce qu'on veut. Si on ne règle pas et on ne met pas la décolonisation au centre des problèmes, parce que c'était le but de l'accord de Nouméa, on ne réglera pas le problème en Nouvelle-Calédonie. Peut-être juste un tout petit point là-dessus, pour dire, Jean-Pierre Massias en parlait tout à l'heure, l'IFJD, on est basé au Pays Basque. Et le Pays Basque, ça présente une caractéristique commune avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a une société civile, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont souhaité en fait s'engager dans un processus de paix et dans un processus de justice transitionnelle, sans aucun accompagnement de l'État, des États, puisque là il y avait l'Espagne et la France qui étaient tous les deux impliqués, et même avec une opposition de l'État manifestée par un silence total, mais qui était une opposition réelle. Et la société civile ne peut pas tout, mais elle peut faire des choses quand même. C'est-à-dire que là, on a vu même, je le dis parce que c'est quand même très marquant au Pays Basque, on a vu même la société civile s'emparer de la question du désarmement. C'est-à-dire que la société civile a aidé ETA à se désarmer dans le silence total des États, alors qu'a priori, on peut considérer que le désarmement, c'est vraiment une question qui implique, c'est vraiment compliqué de réussir le désarmement, ça implique des armes, évidemment, et donc avec tout un tas de problèmes juridiques qui peuvent aller derrière. Et donc, c'est ce qu'on appelle au Pays Basque les artisans de la paix, qui se sont impliqués pour accompagner ce désarmement, et qui continuent à militer et qui travaillent en fait sur des questions de justice transitionnelle au quotidien. Il y a une association qui s'appelle Bakebidea. Bakebidea, ça veut dire le chemin de la paix. On retrouve la question du chemin d'ailleurs, j'avais pas pensé. Mais tout ça, alors évidemment, la société civile ne peut pas tout faire sans État et sans l'accompagnement de l'État et des acteurs de l'État. Mais la société civile peut faire des choses, y compris des choses assez surprenantes en intensité. Et on peut espérer aussi que la réalisation d'étapes par la société civile toute seule, après, quelque part, amène aussi une contrainte de plus en plus forte sur l'État, qui parfois se trouve obligé de s'engager, en fait, derrière. Donc ça ne résout pas tout. Il y a toujours une question de réalisme et d'adaptabilité de la justice transitionnelle. Mais il y a des choses qui sont possibles, même à côté, voire contre l'État, en la matière. Quelqu'un souhaite intervenir ? Patrice et puis également Olivier tout à l'heure, vous faisiez état à la fois alors de points de blocage, mais aussi de difficultés d'accéder aux archives. Ça m'amène à vous interroger, alors, tous les deux, mais l'ensemble des participants, sur quels sont les faits sur lesquels on devrait avancer pour
et je vais m'adapter aussi. Alors c'était aussi le terme que j'avais retenu, l'adaptabilité. J'allais vous dire que je fais preuve d'adaptabilité en utilisant donc la réécriture partagée. Donc quels sont les faits sur lesquels on pourrait avoir une réécriture partagée? Quels seraient éventuellement donc ces points de blocage, alors à la fois techniques, mais aussi on va dire plus politiques, plus diplomatiques, plus ancrés dans l'histoire. Et quelles seraient les conditions qui permettraient d'avancer sur cette réécriture partagée? Alors en termes de réécriture, je voudrais presque dire écriture, parce qu'il y a certains segments qui manquent encore, à la fois de personnes et de scientifiques passionnés pour se plonger sur différents thèmes de l'histoire de la Calédonie contemporaine. Je pense au syndicalisme, même s'il y a eu déjà un essai avec M. Israël, mais il y a énormément de choses qui se sont passées ici dans l'histoire du syndicalisme pour faire avancer les lois sociales en Nouvelle-Calédonie à l'époque de la mise en place et de la généralisation des droits sociaux via la CAFAT. Il y a également des points très précis de notre histoire contemporaine dans les années 50 qui demanderaient véritablement à interroger, excusez-moi, c'est un peu ma marotte, les archives, notamment la mission calédonienne à Hanoï qui se poursuit ensuite à Pékin en avril-mai 58 et qui obtient par exemple la signature opportune d'un accord cadre pour organiser le retour des travailleurs sous contrat vietnamiens qui étaient en suspens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une mission calédonienne qui échappe complètement au Quai d'Orsay et qui signe avec un gouvernement indépendant de surcroît, celui du Vietnam du Nord, 4 ans après Dien Bien Phu. Il y a d'autres sujets comme ça sur le coup d'État, d'autres l'appellent autrement, mais en tout cas sur le coup de force du 18 juin 1958, qui pourrait être rapproché de ce qui se passe à Alger à la même période, avec la mise en place d'un comité de salut public à Nouméa, comme si l'écho d'Alger n'avait pas pu fonctionner, à Nouméa on aurait pris le relais pour permettre au général de Gaulle de revenir au pouvoir dans cette vaste opération qui a été étudiée par M. Christophe Nick et qui s'appelle Résurrection, qui est en fait l'organisation du retour du pouvoir au général de Gaulle. Donc il y a plein de choses comme ça dans l'histoire contemporaine de la Calédonie qui, à l'aune de l'accès aux archives, permettrait d'avoir un regard, un regard sur cette histoire-là et de permettre à partir de ça d'échafauder d'autres théories qui demanderaient elles aussi à être consolidées par les faits et l'interprétation des faits qu'on en a, aussi bien par l'appareil d'État à l'époque qu'aujourd'hui, bien évidemment, et puis dans la période contemporaine, parce que j'insiste sur l'histoire des événements qu'un groupe d'historiens, après de multiples débats, échanges, a souhaité nommer guerre dans un essai de renomination et de qualification dans le cadre de cette nouvelle atlas de la Calédonie en 2013. Donc on a requalifié la période des événements en termes de guerre. Mais la simple modification sémantique nous a demandé quasiment 4 ans de travail. C'est-à-dire que pour fixer et pour proposer au public qui consulterait cet atlas, cette nouvelle appellation, cette nouvelle nomination, en quittant les événements pour celui de guerre, eh bien, il a fallu faire, par exemple, l'inventaire qui n'avait jamais été réalisé auparavant de l'ensemble des victimes de la période de la guerre civile en Calédonie. Moi, j'appelle guerre civile. Elle me l'est déjà suffisamment reprochée, même si dès le départ, bien évidemment, ce n'était pas une guerre civile qu'on a voulu, mais elle s'est transformée ainsi. Donc ça a donné lieu, par exemple, à un travail dans les états civils, les états de décès des personnes, et on a pu faire donner des chiffres, donner des pourcentages de représentation, etc., des victimes par rapport au lieu où elles avaient été tuées, les modes opératoires, etc., etc. Et ce qui nous a permis d'en rajouter une phrase simplement dans un encadré dans l'Atlas, permettant de proposer cette renomination. Donc vous voyez, c'est un long travail, semé d'embûches, parce qu'à un moment donné, il a fallu aussi, et je vous dois la vérité là-dessus,
s'opposer à une forme de réticence, de frein de la part de certains membres du CNRS qui étaient associés à l'écriture de ce nouvel atlas. Donc c'est un long travail qui demande beaucoup de temps, de patience, et puis malgré tout de passion, même si on ne devrait pas le dire en histoire, mais il faut s'accrocher, quoi, hein, pour partir à la recherche de la vérité. Je ne sais pas si la vérité est de ce monde, hein, mais en tout cas de la réalité historique tangible, c'est-à-dire les faits que je peux prouver, que je peux, par différentes sources. Là, je fais juste un petit clin d'œil à mon ancien prof d'histoire des religions, Monsieur Denis Blanchetière, qui nous disait toujours aux étudiants d'histoire de l'université Marc Bloch de Strasbourg: vous avez 3 types de sources. Vous avez la source qui va vous désaltérer immédiatement, celle qui va vous abreuver longuement, puis celle qui va nourrir et irriguer les esprits encore plus longtemps. Voilà. Oui, je voudrais m'inscrire dans le processus, puisqu'on parle de justice transitionnelle. Il me semble que la réponse à la question que tu poses, c'est le début du processus de justice transitionnelle, c'est-à-dire d'aller interroger les acteurs pour savoir justement sur quel sujet ils ont envie de travailler, sur quel sujet ils ont envie que le regard se porte, qu'il y ait discussion, débat, et bien entendu aussi, et par là même, dans quelle direction doit se diriger le processus de justice transitionnelle. Donc je crois que le problème, c'est que ce que pose Olivier est très très juste, et Paul, etc., il est extrêmement important d'avoir un gros travail historique sur la Nouvelle-Calédonie. Comme Olivier l'a dit, on n'est même pas dans la réécriture, on est très souvent tout simplement dans l'écriture. Mais c'est forcément très très long. C'est un processus, la science historique, comme toutes les disciplines scientifiques, elle a sa temporalité. Par contre, la temporalité sociale et l'histoire en tant qu'enjeu de la société, alors ça, à mon avis, c'est aux acteurs sociaux de poser à qui il faut poser la question. Et à partir de ce moment-là, on pourra savoir sur quoi on discute. Pour l'instant, on a décidé que de toute façon, il y a des choses dont on ne discuterait plus, donc c'était réglé. Mais je crois que le problème, il est fondamentalement là. Voilà. Aller interroger les gens et leur demander ce qu'ils veulent. Ouais, puis j'aimerais aussi compléter. Comme l'a dit M. Houdan, il y a toute la question de la sémantique, de la période des événements. Est-ce qu'on parle de guerre civile, ou est-ce qu'on parle par exemple d'insurrection? Parce que par exemple, dans le dictionnaire, le mot insurrection, c'est une partie d'une population qui se révolte contre une occupation extérieure. Donc rien que dans le dire de l'histoire, les mots ont un sens, et quels mots on choisit pour le dire et faire consensus, eh bien c'est un vaste chantier. Alors oui, effectivement, peut-être je rejoins ce qui a été dit sur l'importance que ce soit les acteurs. En fait, évidemment, c'est certainement pas moi qui vais évoquer une liste de faits qui pourraient être intéressants, etc. Mais effectivement, la question de la terminologie, et une fois encore là, pour reprendre l'exemple du Pays Basque, on peut voir des blocages sur. On parle de la même chose, mais sans employer les mêmes mots, et ça peut vraiment occasionner des ruptures de discussion ou des refus de discuter parce qu'on n'est pas d'accord sur le choix des termes. Donc c'est effectivement une question qui est essentielle. Et après, j'allais dire aussi, c'est une question de réciprocité. C'est-à-dire que si on va rencontrer les acteurs sociaux, selon évidemment la sensibilité politique, culturelle de chaque acteur, il ne va pas être forcément intéressé par les mêmes faits. Et ça implique donc que si on veut que tout le monde travaille sur les faits qui vous intéressent, vous, il faut accepter aussi de revisiter d'autres faits qui peut-être soit vous intéressent pas, soit où vous savez peut-être que votre rôle il est moins valorisant ou moins glorieux, on va dire. Et donc il y a toute cette question dans la dimension de la justice transitionnelle. Je souhaite qu'on relise certains faits ou qu'on travaille sur certains faits qui m'intéressent, ça veut dire que en contrepartie, j'accepte aussi que l'autre camp ou l'autre parti ou l'autre groupe ait le même droit que moi, et donc d'accepter moi aussi de relire certains faits à la lumière de ce que l'autre a à en dire. Ouais, vous parliez aussi des freins et des blocages. Il y a cette histoire de l'amnistie. Pour les faits politiques et les crimes ayant été commis pendant la période des événements. C'est-à-dire qu'en 90, le législateur
je crois que c'était M. Arpaillange qui était ministre de la Justice à l'époque, et dans la droite ligne de la mission du dialogue de Michel Rocard et puis de tout ce qui s'était passé à Ouvéa, dont la lumière encore, ça mériterait beaucoup d'éclairage sur cette période-là. Donc une loi d'amnistie est votée et elle annule, dès sa parution au journal officiel, et bien toutes les enquêtes judiciaires qui étaient entamées depuis un certain nombre d'années sur entre 7 et 9 affaires exactement, qui du jour au lendemain sont enterrées, sont supprimées, sur lesquelles on ne pourra pas pour l'instant avoir et rechercher la vérité historique d'une part, mais aussi la vérité de la justice. Et parmi ces faits qui sont remisés au placard de l'histoire et certainement de la mémoire aussi pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on peut espérer, dans une mansuétude qui dépasserait véritablement peut-être in fine les attentes de l'État ou de la République, qu'on puisse quelque part à un moment donné remettre la main sur ces dossiers-là et faire toute la lumière. Mais il y a aujourd'hui une petite fille en Calédonie, comme dans d'autres, qui demande à sa grand-mère pourquoi grand-père est décédé. Et on ne peut pas lui répondre. Voilà, c'est aussi ça, la réalité. Peut-être là, juste pour répondre sur la question de l'amnistie et la question de la différence justement qu'on peut faire entre la vérité historique et la vérité judiciaire, je pense que la guerre d'Algérie, ça peut quand même être un bon exemple, en fait, ou une bonne illustration du fait que ça varie aussi évidemment selon les conditions politiques, mais on peut avoir une amnistie et sans que ça empêche complètement l'émergence de la vérité ou sans que ça empêche le travail des historiens. C'est-à-dire qu'entre les historiens concernant la guerre d'Algérie, et notamment sur la pratique de la torture par exemple, ont joué un rôle absolument considérable. Je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une fraction très minoritaire de la population française qui va contester par exemple le fait qu'il y a une pratique systématique de la torture en Algérie, et ça c'est évidemment grâce au travail des historiens, grâce à la diffusion du travail qui a été fait, aussi au travail médiatique de relais qui a pu être fait, et pas du tout à la vérité judiciaire, puisqu'effectivement il y a une amnistie aussi, donc une impossibilité de condamner les personnes. Et pour autant, ces historiens n'ont pas été condamnés parce qu'ils réouvraient un certain nombre, ou qu'ils accusaient un certain nombre de personnes, ou qu'ils nommaient certaines personnes pour la pratique de la torture. Donc là, il y a sans doute une source d'inspiration, et donc la question de la réécriture de l'histoire peut aussi apporter, on va dire, un contre-pied à l'amnistie et au fait qu'il est impossible d'établir une vérité judiciaire. Et là, vous évoquez la question de la disparition et donc des questions individuelles qui peuvent se poser suite à des violations des droits humains qui peuvent avoir été commises. Et là, c'est pareil, la guerre d'Algérie est un bon exemple, puisque l'affaire Maurice Audin, où là, on est face à la disparition d'une personne, où on a une vérité officielle qui a été faite d'abord sur une évasion de Maurice Audin, qui évidemment s'est absolument jamais évadé, puisqu'on sait très bien aujourd'hui qu'il est mort sous l'effet de la torture qui a été pratiquée par l'armée française. Alors aujourd'hui, la famille de Maurice Audin ne connaît pas la vérité sur qui est responsable, quels sont les acteurs qui ont participé à la torture, mais en tout cas a totalement le droit d'exprimer le fait qu'il est mort sous le fait de la torture, et le président de la République, Emmanuel Macron, a là, pour le coup, eu un rôle assez décisif en reconnaissant la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin, en parlant de la torture systématique commise par l'armée française, et justement en ouvrant les archives. J'y pensais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'affaire Maurice Audin a été un cas individuel qui a permis à la République française de se positionner sur la question de la torture, d'ouvrir les archives et d'appeler les historiens à travailler et à reconnaître l'ensemble des victimes. Et là, on est toujours dans la question, pourtant on est toujours face à des faits qui sont amnistiés. Donc c'est pour dire qu'il y a effectivement l'histoire, et le travail sur l'histoire peut être un bon levier de remise en cause de l'amnistie et donc de l'impossibilité de travailler en matière de vérité judiciaire. Je vous propose pour peut-être Emmanuel et les autres intervenants, si vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose, parce que malheureusement le temps passe trop vite, et l'idée était de pouvoir aussi échanger avec la salle. Donc si vous aviez, si certains d'entre vous ont encore un petit mot à ajouter avant que je ne donne la parole à la salle, n'hésitez surtout pas. Alors, questions à la salle ? Si vous avez des questions qui démangeaient de tout à l'heure avant les premières, avant la table ronde, n'hésitez pas à intervenir.
Merci. Ben, juste une réaction pour peut-être amorcer et continuer d'amorcer le débat. D'abord, dire, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, notamment sur la dimension politique de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est de la politique. La question, c'est de savoir si on la politise ou pas. Mais il y a toujours dans la justice traditionnelle un modèle social qui est posé comme but à atteindre. Ça a été le cas en Afrique du Sud, où la question de la réconciliation n'était pas négociable. Et il y a eu un certain nombre d'acteurs sud-africains qui se sont opposés à la commission vérité en disant mais c'est pas moral. On ne peut pas se réconcilier avec des gens s'ils ne sont pas jugés. Et il y a cette obligation-là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que parfois, il y a une espèce de contrôle social de cet objectif. Si les auteurs ou ceux qui sont à l'instigateur du processus mettent en place un objectif qui est trop hors sol, ça ne marche pas. Et notamment, on l'a vu au Chili, où il y a eu une succession de commissions vérité. La première a beaucoup condamné Pinochet. Et puis finalement, elle a été moins bien considérée que la deuxième, parce que l'opinion publique chilienne étant à ce point partagée, la théorie des deux diables, des deux violences, a été plus facilement admissible. Donc il y a cette espèce de degré politique, ça c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence, c'est fondamental. Et c'est ce que j'essayais de dire en conclusion. Pour qu'il y ait de la justice transitionnelle, il faut qu'il y ait une vraie transition. Il faut qu'il y ait un vrai changement. C'est pas la justice transitionnelle qui fait la révolution, si j'ose dire, ou qui fait la décolonisation. C'est parce qu'il y a la décolonisation qu'il y a de la justice transitionnelle qui va rendre les choses. Au fond, la justice transitionnelle est un instrument d'analyse et de lecture qui renforce un processus, mais elle n'est pas le processus en elle-même. Sur la vérité et sur le dialogue, il y a des choses qui sont intéressantes que j'aurais pu mentionner dans mon rapport, je les ai oubliées. C'est une analyse qui avait été faite de le fonctionnement de la commission vérité en disant, la commission sud-africaine, pardon, c'était le vice-président de la commission, Alex Boren, qui avait dit en fait, notre travail, ça a été de faire face et de gérer trois vérités. Une vérité factuelle, ce qu'il appelait la forensic truth, la vérité objective, historique, scientifique. Mais à côté de cette vérité, la commission sud-africaine et les X milliers de témoignages qu'elle a suscités ont entraîné une vérité ressentie. Ce que les victimes pensent être vrai, qui ne l'est peut-être pas objectivement, mais je dirais une erreur quand elle est partagée par autant de personnes, ça devient un fait social, qu'on ne peut pas écarter. Et c'est toute la notion des mythes, la notion des croyances, la notion, pour le coup, de la mémoire par rapport peut-être à l'histoire. Et ça, c'était important. Et la commission vérité sud-africaine avait comme règle de ne pas contester un témoignage, y compris quand on savait qu'il était faux, à partir du moment où on pensait que celui qui le disait était pleinement persuadé de ça, parce que c'est constitutif du conflit, au fond. Ces espèces de mythes créateurs, etc., etc. Et la troisième forme de vérité, et ça renvoie également à quelque chose qui a été dit, c'est la question de la vérité dialogique. C'est-à-dire la vérité qui naît du dialogue entre les victimes et les auteurs de violence. Et ça permet, et ce que disait Magali tout à l'heure sur le Pays Basque est tout à fait bien vu, au Pays Basque on s'aperçoit non seulement qu'il y a eu ces blocages-là, mais il y a une guerre de la mémoire. Aujourd'hui, la paix est faite, la violence a disparu, mais l'objectif du gouvernement espagnol, comme d'ailleurs l'objectif de ceux qui se battent pour les artisans de la paix, c'est de gagner la bataille de la mémoire, c'est-à-dire d'imposer leur vision, pas nécessairement de contester les autres, au moins dans un certain camp, mais de permettre l'émergence d'un nouveau discours ou d'un nouveau récit. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile de ce point de vue-là. Et il y a, pour citer, on va rentrer en France dans une semaine et on va aller, je vais être requis pour aller témoigner devant la cour d'assises à Paris, parce que ceux qui ont organisé le désarmement sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Et il y a besoin de faire entendre ce discours-là. Donc, je dirais, la commission vérité, c'est parfois aussi le lieu de cohabitation parfois tendue de plusieurs discours. Et le but, c'est de les transformer en dialogue pour permettre, peut-être pas que tout le monde d'accord, mais que tout le monde puisse entendre la réalité du discours de l'autre. Ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Et c'est ça qui va faire la sincérité aussi du processus. Mathias Chauchat, je suis professeur à l'université en droit public. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Pierre Massias en disant pour qu'il y ait justice transitionnelle, il faut qu'il y ait un changement, il y ait une transition. Alors au discours du président de la République qui a été quand même beaucoup cité, je voudrais rappeler ce qu'a dit le président de l'Union calédonienne. Alors, pour nos amis métropolitains,
Daniel Goa, c'est le président du plus grand parti du FLNKS. Donc, Patrice Gaudin y avait fait allusion. Il a dit, voilà, je te marche sur le pied, je te demande pardon, mais je ne retire pas mon pied. Et donc après, il avait dit, qu'est-ce que c'est que ce pardon qui prétend instrumentaliser les coutumes? Le président ayant dit, finalement, on n'a peut-être pas fait bien les choses, il y a un siècle, peut-être que effectivement, c'est passé de l'autorisation des Kanaks, on va faire bien les choses aujourd'hui. Alors, je voudrais que vous compreniez tous que pour les indépendantistes, il me semble que la justice traditionnelle ou transitionnelle ou le pardon ne peut pas être un substitut à l'indépendance. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose. La France n'a aucune intention de décoloniser la Nouvelle-Calédonie, elle s'apprête même à changer la Constitution pour la recoloniser. Donc le moment est sans doute pas venu pour faire de la justice transitionnelle. Mais c'est ça la question qui est fondamentalement posée. On a dit qu'après les 4 piliers, il y avait un 5e pilier qui était le pilier de la sincérité. Pour l'instant, cette sincérité, elle n'est pas dans le cœur des acteurs, ni de l'État, ni des loyalistes sur la question de la décolonisation. Clairement, le président a fait le discours d'Alger. Il a dit, voilà, le chemin de l'avenir, le chemin du pardon. De Gaulle avait dit le chemin de la réconciliation, le chemin de la modernisation. Et Macron a terminé, je serai le président de la Nouvelle-Calédonie dans la France, comme De Gaulle avait terminé en disant, je serai le président de l'Algérie française. Donc on n'a absolument pas avancé sur ces questions. Hier, le député Metzdorf s'est exprimé en disant « Moi, j'ai un tout petit rétroviseur et j'ai un grand pare-brise parce que je regarde devant ». Bon, c'est un leader des loyalistes. Vous voyez qu'on est quand même loin du concept. Donc c'est intéressant que l'université développe ici des concepts, des outils dont on pourrait se servir. On a un programme de recherche qui est Inclusive Peace, qui cherche aussi tous les compromis politiques qui sont possibles dans une situation politique. Mais encore faut-il que les conditions soient réunies pour le dialogue. Donc voilà l'explication un peu que je voulais dire. Le concept est très intéressant, je pense qu'il faut l'approfondir. Il faut réfléchir à la notion de pardon, mais je termine d'une phrase. Pardonner pour les Kanaks indépendantistes, s'il n'y a pas l'indépendance, c'est légitimer la présence française. Donc, pour eux, il y a quelque part une sorte d'impossibilité existentielle. Voilà ma remarque. Merci. Merci Mathias. Magali voulait aussi intervenir le temps que le micro circule. Peut-être juste, effectivement, il peut toujours y avoir des prérequis à engager et chacun peut avoir des prérequis sur son engagement ou pas dans un processus de justice transitionnelle. Mais, comment dire, la justice transitionnelle, le processus ne sera de toute façon qu'une partie d'un processus plus vaste qui est politique et toutes les questions ne seront pas traitées, en fait, dans le cadre du processus. Enfin, toutes les choses à négocier ne seront pas traitées dans le cadre de la justice transitionnelle, en sachant effectivement que dans le cadre des négociations, on va difficilement pouvoir, mais ça on en reparlera cet après-midi, mais dans le cadre des négociations, on va difficilement pouvoir obtenir tout ce pourquoi on est venu autour de la table. Parce que chacun évidemment, arrive avec son objectif et avec des objectifs divergents. Mais effectivement, la question des prérequis est une question. Après, il y aura aussi la question des rapports de force qui va se jouer et à quel moment, peut-être tous les prérequis ne seront pas remplis avant que les acteurs n'acceptent de se mettre autour de la table de la justice transitionnelle, parce qu'il y aura d'autres facteurs de rapports de force entre eux qui va les inciter aussi à aller discuter. Et ce que vous dites est frappé du coin du bon sens, avec un petit bémol, c'est que fondamentalement ici, ce qui devrait être négocié sera fermé avant qu'on mette en place le processus de justice transitionnelle. Donc c'est une façon assez particulière. On donne d'abord les conclusions et puis après on fera les choses. Et c'est là qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que tout est fermé. Il va falloir absolument que tout soit bouclé pour l'année prochaine, que tout soit mis en place. Ça y est, c'est réglé. L'indépendance reposera dans 50 ans ou 3 générations. C'est plus un problème. Tout sera bouclé. Après, on peut négocier
les abords, les miettes. Mais ce n'est pas un processus de transition, c'est un processus de fermeture. Alors voilà. Emmanuel Poinas, mâle blanc de plus de 50 ans, magistrat de l'ordre judiciaire. Avocat du diable, au sens, le diable, c'est ce qui divise. Pourquoi je me présente comme ça? J'ai beaucoup apprécié cette journée. Je vais devoir partir parce qu'effectivement, mes dossiers m'attendent et je ne pourrai pas assister à la suite des débats. Je suis venu parce que je suis un invité ici, je ne resterai pas. Hein, comme la plupart des magistrats de l'ordre judiciaire, j'aurai eu un temps de présence extrêmement limité sur le territoire. Je suis arrivé il y a 1 an et je me garderai bien de prendre position sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire ici. Vous imaginez bien que, de par ma position et de par ma présence extrêmement récente, ce n'est pas ça mon propos. Je voudrais juste revenir sur un mot qui est le mot justice. Parce que, je vais vous le dire brutalement, je pense que la justice transitionnelle, ça n'existe pas. La procédure d'une évolution transitionnelle dans les sociétés, ça existe, et c'est fondamentalement nécessaire. Mais le propos a été introduit par un sémiologue, et je pense qu'effectivement, le poids des mots, sinon le choc des photos, est quelque chose de complètement déterminant dans un certain nombre de problématiques, et notamment les problématiques juridictionnelles. La juridiction suppose, depuis plusieurs millénaires, l'interprétation d'un droit existant, c'est-à-dire connu des personnes auxquelles il va s'appliquer. C'est un processus extrêmement limité, extrêmement fragile, qui ne résout pas tout, loin de là, et qui, effectivement, ne permet pas d'aborder un certain nombre de questions dans un certain nombre de cas, dont acte. Par contre, la légitimité du processus juridictionnel, de même que celui qui prévaut en matière de recherche historique, qui est la recherche de la vérité, lui, il n'est pas contestable. En revanche, la justice, et pas l'administration judiciaire ou la juridiction, c'est une valeur. Et une valeur qui suscite des passions. Comme l'a notamment dit en son temps Simone Veil, la justice, enfin les valeurs plus exactement, c'est quelque chose auquel on croit inconditionnellement. Et la justice est porteuse d'hubris, d'exagération, paradoxalement. Et ce que j'essaie de vous dire, tout simplement, c'est que la justice transitionnelle sera aussi inefficace dans son champ que la justice juridictionnelle l'est dans le sien. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas tout en attendre. Elle ne peut être qu'imparfaite parce que c'est la substance même du réel qui condamne, qui oblige à cette imperfection. C'est-à-dire que reconstituer le passé est à un certain niveau impossible. Le passé s'évapore, le réel s'évapore. Et la reconstruction auquel est obligé dans son champ de compétences l'historien ou le magistrat et ou le juriste d'une manière générale laisse apparaître énormément d'insatisfaction. Et c'est le rôle de la politique de justement construire à partir de ces insatisfactions et construire à partir de ces impossibilités. Il y a énormément de possibilités différentes dans ce champ d'intervention, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on n'arrivera jamais à des absolus dans ces matières-là. Et pire, l'important, c'est véritablement la procédure. L'important, c'est véritablement la loyauté et l'impartialité qu'on met dans la conduite de la procédure. Je terminerai mon propos en rappelant ce qu'a écrit Alain Suppiot dans Homo Juridicus. C'est-à-dire que pendant longtemps, les conflits du travail ont été des conflits individuels du travail. Et il y avait des juridictions spécialisées, paritaires d'ailleurs, les conseils de prud'homme, ça a été inventé pour ça. Et puis on s'est rendu compte que finalement, les conflits individuels du travail ne répondaient pas
à la problématique des conflits collectifs du travail. Et il a fallu inventer une nouvelle procédure. Une procédure de négociation dans le champ des conflits collectifs du travail. Ça a été un progrès pour tout le monde. Pour les employeurs, pour les salariés, pour la collectivité en général. Ce qui a conduit à ça, c'est l'élaboration de rapports de force politiques et de rapports de force économiques. Ça a pris du temps, ça a été compliqué pour tout le monde, mais à la fin des fins, on a gagné des droits sociaux, on a gagné des droits politiques nouveaux, on a gagné une nouvelle conception de l'État qui, encore aujourd'hui, porte un certain nombre d'intérêts pour un certain nombre de personnes. Donc, ma seule réserve vis-à-vis des travaux auxquels j'ai assisté, c'est le mot justice. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de considérer que les juridictions, malgré tout, ont encore une utilité et qu'elles auront peut-être, je l'espère, dans les événements qui suivront, elles aussi, une autorité. D'autres questions, peut-être? D'autres observations? N'hésitez pas. S'il n'y a plus d'intervention dans la salle, Ah si, allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous. Je me présente, je suis au Sénat Coutumier, sénateur de l'Aire Ningoni. Je suis grand chef du district de La Roche, à Marais. Donc, merci en tout cas pour la présentation, M. Macias, avec les différents intervenants. Je reviendrai surtout sur le discours du président Macron, quand il évoque le chemin du pardon. Alors, le chemin du pardon, pour en avoir discuté après avec certaines chefferies, dans nos institutions coutumières, tout ça, le Sénat coutumier et les conseils coutumiers, ça se situe à quel niveau en fait? Parce qu'il y a le niveau, voilà, j'entends depuis tout à l'heure parler de la politique au niveau institutionnel. Sauf que pour nous, le pardon, il y a un cheminement en fait. Un cheminement, c'est-à-dire que le pardon a déjà été amené, ça a été déjà travaillé, en tout cas au niveau des chefferies, au niveau des clans, parce qu'on a quand même la base à travailler tout ça. Donc ce travail-là, ça a été fait déjà par les anciennes chefferies, par les anciens grands chefs, qui ne sont plus de ce monde. Dans le cadre, en tout cas, sur la restructuration des chefferies. Dans la restructuration des chefferies, on rappelle aussi la colonisation, là, qui a volé des terres, qui ont déplacé aussi des populations, des clans, tout ça. Donc, dans cette histoire aussi, c'est amener la division aussi au sein des chefferies, où des clans se sont opposés, où ils se sont entretués, tout ça. C'est pour dire aussi la dimension de mener, en tout cas, d'apporter en fait ce chemin du pardon, quand on sait qu'il n'y a pas de chemin de repentance aussi. Parce que nous, le chemin du pardon, c'est d'abord travailler la base. Travailler la base avec les vérités aussi, qui sont difficiles aussi à admettre. Mais dans ces vérités, c'est aussi d'amener les personnes qui ne sont plus, mais aujourd'hui qui sont représentées par d'autres personnes, qui sont les clans, et pour arriver ensuite à un chemin de pardon.
Mais quand j'écoute un peu la justice transitionnelle, enfin, en discutant aussi avec Emmanuel Kouriané, qui est aussi qui travaille aussi avec nous au Sénat coutumier. Donc, moi, quand je transpose un peu la justice transitionnelle au niveau de la coutume, ben pour moi, la justice transitionnelle, elle vient de ces peuples autochtones qui ont déjà une organisation, qui ont déjà cette capacité déjà à dépasser des événements à travers le pardon. Donc c'est ça en fait que je veux dire sur la justice transitionnelle, parce que le peuple autochtone a recours à tous ces mécanismes que vous venez d'énumérer là. Parce que nous on passe par tout ce chemin-là pour arriver à la réconciliation. Ensuite, quand on parle de à quel niveau nous on se situe, nous en tant que peuple autochtone, c'est au niveau local, on a demandé en tout cas avoir un couloir en tout cas coutumier face à l'État pour travailler ça. Et quand on parle de couloir coutumier, c'est pour travailler la restructuration, mais surtout, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Gaudin, c'est la décolonisation par le foncier, par le retour en tout cas des clans dans leur tertre. Mais je veux dire que le peuple autochtone a fait beaucoup de sacrifices. Parce qu'il y a aussi la reconnaissance des victimes de l'histoire, tout ça. On partage aujourd'hui le quotidien, et on a aussi ouvert aussi d'autres voies aussi. Mais tout ça toujours dans l'acceptation de soi d'abord, puis l'acceptation aussi du devenir de l'avenir commun. Donc voilà, puis je suis tout à fait d'accord aussi sur la déconstruction mentale. La déconstruction mentale, c'est d'abord pour nous en tant que peuple autochtone, mais c'est aussi pour ceux aussi qui sont arrivés, ceux aussi qui sont avec nous. Mais même ça peut aussi servir d'exemple aussi pour ceux qui sont à l'extérieur aussi. Donc c'est d'abord le colonisateur. D'abord c'est lui que ça doit concerner, parce que son discours et puis sa politique menée jusqu'à aujourd'hui ne correspond plus aussi à... Elle a des freins aujourd'hui. Dans l'ouverture d'esprit, parce que on a aussi nos mécanismes, on a aussi nos solutions à nous. Quand on parle de la justice, tout ça, où on a notre propre justice. Quand on parle de l'économie, on a aussi notre façon de faire l'économie. Une économie qui est solidaire, sociale, et puis qui en tout cas trouve sa place jusqu'au plus bas niveau. On a aussi, comme l'a rappelé aussi sur l'éducation, tout ça, sur l'enseignement, où aujourd'hui on a les académies des langues kanak, on a l'ADCK, on a tout ça, sauf qu'il y a une partie de la reconnaissance en tout cas de ces savoirs traditionnels, de ces savoir-être aussi, qui ne sont pas reconnus. Dans la partie où on amène aussi les choses, où on veut être aussi dans les discussions, la partie coutumière, c'est de rappeler aussi que c'est l'homme qui est au centre de son environnement. Et tout doit tourner autour de ce principe-là. Donc bien sûr, aujourd'hui, on est confronté aussi à la mondialisation, mais il faut rappeler aussi que après, peut-être que ça a une connotation aussi politique de parti, mais ça revient aussi aux richesses aussi du pays, où on parle aussi de ce qui part. Et puis qu'à chaque contrainte, à chaque besoin, tout ça là, on est obligé de redemander pour ce qui nous revient en tout cas. Donc tout ça, on parle d'autonomie. On parle d'autonomie alimentaire, on parle d'autonomie financière.
Et dans tout ce mécanisme-là, ben, on retrouve tout ça dans en tout cas pour ma part, dans la justice transitionnelle. Bien sûr qu'il va falloir adapter en tout cas au pays avec les différentes structures aussi qu'on a dans le pays. On a les autorités coutumières, pour bien dire aussi les choses. On a les autorités coutumières qui sont nos chefferies, qui sont nos grands chefs, qui sont nos clans, qui ont une organisation sociale dans un espace, on appelle chez nous la zone d'influence coutumière. Et après, on a aussi cet outil que nous avons pris aussi au niveau des grands chefs de l'époque, les outils, ce sont des partis politiques. À côté aussi, moi j'appelle ça des outils parce que c'est fait aussi pour nous émanciper aussi dans la mondialisation, tout ça. Mais à côté aussi, on a pris aussi cet outil religieux. Cet outil religieux aussi qu'on a pris part aussi, qui nous accompagne aussi dans nos réflexions coutumières, tout ça. Donc après, avec tout ça, on va amener après à sortir après vers le destin commun. Mais au niveau des grands chefs, le destin commun, c'est un grand mot. Parce que nous, le destin commun, on le vit, on le partage, on le communique aussi. Donc il faut aussi qu'on revienne aussi sur l'importance des mots. Et l'importance des mots, c'est parce qu'il y a aussi la connotation qu'ont les mots. Parce que les mots, pour nous, quand on va dire un mot à la langue, la traduction en français n'est pas la même. Donc c'est bien aussi de ramener aussi ce travail au niveau de la langue, tout ça, là, au niveau de la vision surtout. Parce que la vision n'est pas la même que la vision occidentale. Mais je parle de ça parce qu'ici on est en Nouvelle-Calédonie, on a aussi notre partage, on a aussi notre destin commun qui est là, auquel il va falloir aussi qu'on s'apprête aussi dans les discussions. Parce que le chemin du pardon, il y a déjà entre nous les Kanaks, entre clans qui se sont fait la guerre. Mais le chemin du pardon, ce n'est pas qu'avec l'État aussi. Il y a aussi ce chemin-là qu'on doit discuter avec ceux qu'on a accueillis aussi. Tout à l'heure, je disais le travail sur le foncier. Ce sont aussi avec ces gens, avec les personnes, avec les familles, tout ça, là, qui sont installés aujourd'hui sur des tertres, sur des espaces qui ont été volés, en tout cas à l'époque, qui ont été confisqués, qui leur ont été attribués, et puis que maintenant les autres clans, et ça c'est pour revenir à la revendication foncière. C'est pour ça que c'est important, avant d'aller dans un niveau où qu'il faut d'abord travailler les bases. Donc les bases ici, et ce travail-là, c'est nous le peuple kanak, c'est nous le peuple calédonien qui devons faire ce travail-là, pour arriver après à une échelle un peu plus importante au niveau national ou international. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous, parce qu'on le partage déjà avec les chefferies, avec les institutions coutumières, et puis qu'il va falloir quand même poser d'abord cette procédure, en tout cas, comment travailler ce chemin du pardon. Mais merci pour la justice transitionnelle, parce que ça nous aide aussi, on se retrouve aussi dedans, on se retrouve dans cette justice transitionnelle. Mais voilà qu'il va falloir adapter en tout cas à notre situation ici en Nouvelle-Calédonie. Et avec chaque acteur, tout à l'heure, il faut le partager, quoi. Il faut partager, il faut s'approprier ce travail-là pour qu'on puisse aboutir en tout cas à un travail d'ensemble, de destin commun, mais surtout en pensant aussi à la génération qui suit aussi. Alors, merci. Oui, merci. Bon, je voulais juste, tout simplement, en tant que président du Congrès, élu de la province sud des grands chefs de la région, je voulais juste remercier les intervenants sur cette problématique-là, ce sujet-là.
qui, en tout cas pour moi, ça m'intéresse déjà depuis plusieurs années. Lorsque j'ai entendu parler de ces comités, vérité, justice, réconciliation, réparation, je me suis dit, mais peut-être que ces comités-là pourraient répondre aux questions que les Kanaks se posent sur leur situation actuelle. Alors moi, je me suis posé la question, évidemment, comme tous les Kanaks, hein. Tout simplement parce que je suis originaire de cette région de Nouméa. Lorsqu'en 1853, c'était la prise de possession donc en Balade, lorsque les Français de l'époque ont planté leur drapeau ici, donc sur la presqu'île, ce sont mes aïeux, c'est-à-dire les 4 grands chefs de la région de Nouméa, et du Mont d'Or et de Païta qui sont venus. Voilà, pour reconnaître en fait la prise de possession qui avait été formalisée par le drapeau français à Balade, donc 1 an avant. Et ça s'est très mal passé, hein. Ça s'est vraiment très mal passé. Je vous conseille d'ailleurs de lire, en tout cas pour cette région-là, le livre de M. Guiard, voilà, de M. Guiard, Nouméa ou du péché originel. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre-là, voilà. Nouméa. C'est-à-dire que enfin pour Guiard, j'essaie de comprendre comme ça, que le premier péché originel, ou en tout cas le péché originel, c'est pas le premier, le péché originel de la colonisation française, ça s'est passé ici. Parce qu'ici, c'était des milliers de gens qui habitaient. Hein. Voilà. Même qu'avec les crises sanitaires successives, à l'arrivée des Européens donc, au XVIIIe siècle, il y a eu une décroissance drastique hein, de la population. Voilà. Bon, tout le monde le sait. Mais après, avec la colonisation, les personnes qui habitaient ici, là, les millions de personnes qui habitaient ici, toute cette côte-là, hein, depuis pratiquement à la hauteur de Yaté jusqu'à Païta, on va dire, c'est la région, ce qu'on appelle la région d'Oubert-Kaboumé. C'est-à-dire, c'est ma région. Voilà. Et les grands chefs qui sont venus ici pour donc, reconnaître la souveraineté française, je descends d'eux. Donc, du coup, depuis tout jeune, je me suis toujours posé cette question-là. Mais pourquoi que nos ancêtres ont été chassés de nos terres, et puis ensuite on nous a regroupés, dans les 2 réductions qui ont été montées par la congrégation des Pères Maristes, donc sur Saint-Louis et la Conception. Et du coup, je me retrouve on va dire 170 ans plus tard, donc un grand chef de cette région et de ces 2 tribus-là. Mais ce sont des 2 tribus, disons, reconstituées. Enfin, c'est pas reconstitué. Si ça a été reconstitué, parce que les gens ont été chassés. Voilà. Mais ce sont des réductions, voilà. C'est-à-dire que les missionnaires, pour évangéliser, c'était une stratégie, comment on va dire, pastorale hein, de l'époque. Donc ils faisaient venir des néophytes, des catéchumènes du Nord, puisque la religion est arrivée au Nord, et puis ensuite les missionnaires sont venus ici. Et donc ces deux tribus ont accueilli des réfugiés du coup, voilà, des réfugiés. Et moi je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Et puis pourquoi j'ai entendu mon grand-père nous en parler. M. Oudan l'a cité tout à l'heure. M. Roch Pujol, qui a été longtemps député de la Nouvelle-Calédonie, il était grand chef aussi de la région. C'est mon grand-père maternel. Donc voilà, il m'a quand même donné pas mal d'informations. Mais les questions restent dans nos têtes depuis des années, on traîne avec ça. Et je crois que c'était... il y a eu un des intervenants tout à l'heure qui l'a dit, ce sont les impacts en fait. Les impacts, les effets de la colonisation qu'on traîne de génération en génération. Tout ça, vous trouvez des auteurs qui le décrivent, disons, en long et en large, là. Mais c'est notre cas. Voilà, c'est notre cas. Et lorsqu'on voit que notre problème ne se résout pas avec le temps, on se pose la question, mais à quel moment et comment on va pouvoir résoudre notre problème, nous? Voilà. Et si je suis venu aujourd'hui ici, parce que je suis intéressé par ce concept-là. Voilà. C'est pour ça que je suis resté pour vous écouter. Voilà. Et puis, bon, malheureusement, je ne pourrai pas être là cet après-midi, malheureusement, voilà. Je vais devoir partir. Mais c'est un concept qui m'intéresse parce que c'est quelque chose qui pourrait être opérationnel pour nous. Voilà. Partant de ce comité, de l'idée de comité, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Comité Vérité, Justice et Réconciliation, avec tous les exemples que vous avez cités depuis tout à l'heure, mais moi, vraiment, ça peut nous inspirer, ces exemples-là. Parce qu'ils ont vécu les mêmes,
les mêmes, comment on va dire ça, les mêmes situations et les dominations qui deviennent systémiques après. Voilà. C'est comment dire, ils sont arrivés en fait à trouver des solutions. Ils se sont adaptés, ils ont trouvé des solutions par eux-mêmes. Voilà. Nous, les Kanaks ici, avec les autres maintenant, puisque nous avons accepté que comment dire, de vivre dans un, comment dire, dans le destin commun, etc., etc. C'est depuis toutes les deux accords de Matignon et de Nouméa. Donc, on est dans cette démarche-là. Mais nous avons, nous, vraiment besoin de savoir quelle est la vérité des faits. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé réellement et comment que nous pouvons réparer ça. Voilà. Regarder, ce n'est pas regarder vers le passé pour regarder vers le passé, mais c'est regarder vers le passé, comprendre et puis ensuite se projeter. Et on ne pourra pas se projeter tout seul puisque les autres sont là. Ce que nous disons nous, mais on le fait ensemble. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile. Ce que nous vivons actuellement, puis ce qu'on a vécu aussi depuis toutes ces années passées, c'est pas comme le titre du film là, hein, c'est-à-dire c'est pas un long fleuve tranquille, là, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Donc c'est compliqué. Et actuellement, notre situation, c'est ce que M. Choja disait tout à l'heure, hein, et M. Godin, c'est compliqué ce qui se passe en ce moment. Mais on est un petit peu en crise du coup là. Alors je ne sais pas, on peut classer ça, comme quand vous avez donné tout à l'heure les typologies là. Comment nous sommes en crise. En ce moment, nous sommes vraiment en crise. Et la preuve, on aurait pu régler tous ces problèmes-là depuis le troisième référendum. Hein, et en fait, le troisième référendum, il est devenu un contentieux sur le contentieux. Voilà. Et du coup, on va se retrouver devant la Cour internationale de justice. Bon, c'était pas de, comment dire, on n'a pas été, on n'est pas très content c'est pas très content, mais satisfait d'avoir, on n'est pas satisfait d'avoir suivi cette option-là, retenu cette option-là, mais on a été obligé. Donc nous sommes en train de travailler pour que, en fait, ce tribunal des Nations Unies, eh bien, dise le droit, puisque nous sommes en contentieux sur ce troisième référendum. Voilà. Mais alors, ça devait tout régler, et ça n'a rien réglé du tout. Et nous sommes à 2 ans. On avance dans les discussions, les négociations K1, mais voilà, et ça n'avance pas. Voilà. Et c'est pour cela que c'est dommage qu'il n'y a pas, comment dire, beaucoup de monde aujourd'hui pour vous écouter, parce que faut penser à ça, c'est un moyen, voilà, c'est un instrument qu'on pourrait tenter de, comment dire ça, de mettre en place. Même si vous avez signalé toutes les, comment dire, les freins, vous avez dit tout à l'heure que ça ne va pas régler, ça va pas tout régler, bien sûr. Mais on n'attend pas que tout soit réglé par la justice transitionnelle, mais ça pourrait faire avancer les choses. Voilà. En tout cas, moi, je voulais juste tout simplement dire ça. Devant le Premier ministre, parce que j'étais chef de la délégation du FLNKS pour les négociations, les discussions, le 11 avril dernier, lorsque j'ai présenté donc, le projet du FLNKS à Paris, devant la Première ministre, j'ai évoqué la question de la justice transitionnelle. Alors, quand j'ai écouté évidemment avec attention le discours du président Macron, en juillet, je me suis dit, il y a quelque chose. Peut-être qu'on peut essayer de réagir par rapport à le peu qu'il a dit. Il n'a pas cité, il ne me semble pas qu'il a évoqué justice transitionnelle, non. Mais il avait parlé de ça dans un de ses voyages en Afrique, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais il a évoqué ça. Donc, ça veut dire qu'on peut essayer, il est possible de saisir donc, cette occasion-là pour avancer. Mais c'est compliqué, voilà. Donc je voulais tout simplement vous dire que voilà, il faut nous aider un peu dans la réflexion en tout cas. Voilà, parce que la réflexion aussi peut déboucher sur des décisions à prendre. Peut-être après-midi, vous allez pousser plus loin, hein, puisque vous allez aborder la question des discussions, des négociations. Hein, voilà. Donc je serai vraiment très intéressé. Je vais être très intéressé au résultat de vos réflexions pour cet après-midi. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Et de toute façon, on se revoit demain, puisque avec
voilà les experts qui sont là. Nous avons le rendez-vous du congrès à 18h donc, sur cette thématique-là. Voilà, merci et bon courage à vous. Merci, Monsieur le Président du Congrès. Juste pour signaler également à tout le monde, je l'ai dit ce matin, la table ronde et les différentes interventions sont enregistrées, sont captées en vidéo et seront donc disponibles, je suppose c'est sur la chaîne YouTube de l'université et que l'on partagera également avec la chaîne YouTube de l'IFJD. Donc je crois qu'il faut un petit délai pour que tout soit mis en ligne, mais vous aurez l'occasion de pouvoir revisionner tout ça si vous n'avez pas la possibilité d'être présent cet après-midi. Je propose d'inviter Fabrice Ourqueby pour les mots de clôture, le rapport de synthèse de cette matinée. Et merci, un très grand merci à tous les intervenants. Merci beaucoup.